Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur RFI et France 24. Et ce soir, c'est Aurore Berger qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Et après la bataille pour la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, que vous convoitiez, votre concurrent Christophe Castaner, qui lui l'a emporté, vous a nommé présidente déléguée du groupe, ce qui signifie que vous êtes donc la numéro 2 du groupe. Vous allez à ce titre travailler sur un certain nombre de sujets que nous évoquerons un peu plus tard. Mais d'abord, la crise sanitaire. Le président de la République doit s'exprimer demain soir. Il va s'adresser aux Français. Probablement, il sera essentiellement question de cette situation sanitaire. Est-ce qu'il vous paraît, Aurore Berger, inéluctable qu'Emmanuel Macron annonce demain de nouvelles restrictions des libertés publiques pour lutter contre cette épidémie ? Vous savez, quand on parle de restriction des libertés publiques, je crois que la première des libertés, c'est aussi de faire en sorte qu'on n'ait pas demain un risque de saturation de notre hôpital, qu'on n'ait pas demain la nécessité de devoir à nouveau réaugmenter nos capacités de lits de réanimation. Parce que j'entends beaucoup de confusion sur ces sujets. On nous dit, vous n'avez qu'à augmenter les capacités de lits de réanimation, vous l'avez bien fait pendant la première période. Oui, les soignants et l'hôpital ont réussi à le faire. On est passé de 5 000 à 12 000 places en réanimation. Mais personne n'a intérêt à ce qu'on arrive à nouveau à ce chiffre. Parce qu'arriver en réanimation, ça veut dire des complications évidentes, ça veut dire un risque de mortalité accrue, ça veut dire aussi une déprogrammation d'un certain nombre de soins, et ça veut dire aussi faire peser sur nos soignants un rythme extrêmement intense qu'ils ont connu pendant la première vague. Donc l'objectif qu'on a, chacun d'entre nous, citoyens, et nous qui devons prendre les décisions, c'est d'éviter qu'on ait besoin d'arriver à ce niveau-là, même si on sait qu'on a la capacité à le faire. Donc, si pour éviter cela, il faut à un moment limiter des déplacements, qu'il faut malheureusement devoir déclarer des fermetures administratives de certains lieux, des couvre-feux, comme les c'est un scénario évoqué. Je crois que tous les scénarios sont possibles et sont sur la table. Parce que, encore une fois, la première des libertés aujourd'hui, c'est d'arriver à nous protéger, à protéger les autres et à faire en sorte qu'on n'atteigne pas les seuils qu'on a déjà atteints par le passé. Et on voit bien que dans les pays qui nous entourent, on a un peu toutes les dispositions aussi qui peuvent exister. Donc, on a cet arbitrage permanent qui doit être fait sur comment on protège au mieux la santé de ceux qui sont les plus fragiles, comment on rappelle aussi que même si on a une mortalité accrue pour les plus de 65 ans, on a vu autour de nous des gens qui sont morts du fait du Covid et qui n'avaient pas 65 ans. Oui, il y a des très jeunes. Des très jeunes qui l'ont subi. Enfin, c'est très minoritaire. Oui, mais quand on ne décède pas du Covid et quand on a été touché, on a pour un certain nombre des séquelles qui parfois sont extrêmement graves. Donc encore une fois, s'il faut pour cela limiter des plages horaires pour pouvoir aller au restaurant, s'il faut pour cela qu'il y ait quelques fermetures administratives supplémentaires, je crois qu'on est tous prêts à y consentir si, encore une fois, tout cela nous est bien expliqué. Je trouve que les Français, dans cette période, ont respecté de manière incroyable et admirable. Pourtant, avant-hier matin, Jean Castex avait l'air un peu de s'impatienter à l'égard des Français en disant que peut-être il n'avait pas été assez respectueux des règles et qu'on n'en serait peut-être pas là si finalement un certain nombre de précautions avaient été un peu mieux respectées. Moi, je trouve que quand on voit la longue période que nous avons, parce qu'en vérité, quand on a commencé à devoir mettre en place un certain nombre de restrictions, on ne savait pas, aucun pays ne savait pour quelle durée ces restrictions étaient mises en œuvre. Et donc, on est quand même sur un temps long. Et sur ce temps long, on voit qu'on a des changements durables de comportement. Les Français ne se serrent plus la main, ils ne s'embrassent plus. Les Français portent des masques, les Français se lavent régulièrement les mains. Il y a des automatismes qui sont venus. Les Français sont raisonnables aussi sur les réunions de famille, sur des fêtes qui peuvent exister. Ils ont reporté leur mariage, ils ont reporté un certain nombre d'événements qui sont essentiels dans nos vies sociales. Si tout est bien fait, pourquoi la situation s'aggrave-t-elle ? Parce que vous avez de fait, à un moment, une vie qui continue. C'est ce qu'on a dit. Il faut apprendre à vivre avec le virus tout en apprenant à se protéger. Berger, au début de l'épidémie, le président de la République avait très clairement, je crois même qu'il l'avait formulé à peu près comme ça, avait très clairement choisi la vie plutôt que l'économie. Ça a été la décision de confiner qui a mis en effet l'économie française à l'arrêt. Puis au moment du déconfinement, on a entendu qu'il fallait que l'économie reprenne ses pleins droits. Et on a l'impression actuellement que l'on alterne sans cesse finalement entre les deux, la vie et l'économie, sans trop savoir ce qui doit prendre le dessus. Est-ce que ça n'est pas aussi ce qui fait que
les Français sont un peu perdus aujourd'hui. Mais je crois que parce qu'on est en permanence et devant pas seulement les Français d'ailleurs, peut-être le gouvernement. Non, mais parce qu'on est tout simplement comme ça alterner de l'un à l'autre. permanence soumis à des arbitrages qui sont quasiment impossibles. Quand moi, dans la même journée, dans les Yvelines, j'ai à la fois un soignant qui vient me dire on doit absolument faire respecter de manière beaucoup plus scrupuleuse les règles parce que nous, on ne pourra pas assumer le même rythme et la même violence de ce rythme demain à l'hôpital, mais que une heure après, j'ai un artisan ou un commerçant qui me dit du fait de ces règles sanitaires, moi j'ai le risque que mon entreprise, elle ne survive pas au Covid. Vous voyez bien qu'on a des choix qui sont quasiment impossibles. Alors face à ces choix, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'il fallait d'abord assurer la protection sanitaire des Français. C'est en effet le choix de la vie. Et on a fait un choix très clair aussi d'un soutien massif à l'économie et à l'emploi, à la fois sur le chômage partiel, c'est-à-dire on continue. Toutes les entreprises, les secteurs d'activité les plus durement touchés, le tourisme, la culture, les événementiels, un plan qui pourrait être contrarié par la durée de l'épidémie. Je crois que le président de la République a dit au début quoi qu'il en coûte. Oui, donc quoi qu'il en coûte. Ça aura forcément une limite, ce raisonnement. Non, mais évidemment que tout a une limite, mais encore une fois, on a fait un double choix, qui est à la fois un choix sanitaire très clair, de manière à protéger les Français. Et évidemment, parce qu'on est une démocratie, on ne peut pas accepter que les Français se mettent en risque. On ne peut pas accepter de prendre le risque à un moment d'avoir des milliers ou des dizaines de milliers de décès liés au Covid dans cette deuxième vague. Et le choix d'un soutien massif à l'économie et à l'emploi. On va rester dans les questions de santé. Jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi a été adoptée en première lecture qui permettrait de passer le délai légal d'accès à l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. C'est une proposition que vous avez vigoureusement défendue à l'Assemblée. L'Académie nationale de médecine, le Conseil de l'ordre des médecins, ainsi que le professeur Israël Nizan, qui est le président du collège national des gynécologues et obstétriciens français, ont exprimé une très forte opposition à cette réforme. Ils disent à peu près tous la même chose. La solution n'est pas d'autoriser des IVG plus tardives, mais de raccourcir les délais pour y accéder. Cet argument, est-ce que vous l'entendez? Déjà, vous avez d'autres collèges de praticiens, de gynécologues, de sages-femmes, d'infirmiers, de médecins et aussi d'associations qui sont engagées aux côtés des femmes, qui vous disent que cette solution, certes, elle n'est pas suffisante, mais qu'elle est importante aussi à prendre. Pour plusieurs raisons. On a aujourd'hui 3 000 à 5 000 femmes qui se retrouvent dans ces limites-là, entre 12 et 14 semaines, et qui sont contraintes chaque année d'aller à l'étranger. Se dire qu'en 2020, en France, on a des milliers de femmes qui, chaque année, pour avoir accès à l'IVG, doivent aller à l'étranger, ça, je trouve que c'est insupportable. Et après, j'aimerais aussi entendre ces médecins, et je peux comprendre qu'ils soient opposés à un allongement des délais. J'aimerais aussi... Non, enfin, ils n'en font pas d'ailleurs forcément, le professeur Nizan n'en fait pas une question tant éthique. Il dit aussi que ça peut créer des problèmes de santé pour les femmes. Et lui, par exemple, dit qu'il a été longtemps le chef du service de gynécologie obstétrique de Strasbourg. Et il dit là-bas, j'arrivais à faire les IVG dans un délai de 5 jours. Donc, ce qui était possible dans son hôpital, pourquoi ça ne l'est pas partout? Pourquoi? Parce que vous avez de l'entrave. Pourquoi? Parce que vous avez des femmes qui, quand elles vont chez un praticien, quand elles vont parfois chez un gynécologue, chez un médecin, on fait en sorte de retarder leur prise en charge. On ne leur donne pas un rendez-vous immédiat, on le décale de plusieurs semaines. Pour les amener finalement jusqu'au moment où elles ne peuvent plus avorter. L'entrave, ça continue à exister. Vous avez une règle absolue qui est une clause de conscience dans notre pays qui fait qu'on n'obligera jamais un praticien à pratiquer une IVG. Par contre, vous avez un devoir éthique, moral, médical vis-à-vis de la femme qui vient vous voir et qui souhaite avoir recours à l'IVG. Si vous ne la pratiquez pas, vous avez l'obligation légale de l'orienter vers un praticien qui le fait. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Donc vous avez un certain nombre de femmes dans des situations de grande vulnérabilité, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être familiales, qui peuvent être physiques, et qui ne savent pas vers qui se tourner à ce moment-là. Quand vous êtes une jeune fille de 16 ans, 17 ans, vous ne pouvez pas forcément en parler dans votre environnement familial, et que finalement, le médecin qui est là pour vous écouter, vous soutenir, vous accompagner, ne fait pas et ne remplit pas ce rôle-là, ces entraves, elles continuent à exister dans notre pays. Et d'autre part, je pense qu'il faut aussi qu'on aille plus loin, en amont, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes ne soient pas contraintes d'avoir accès à l'IVG, mais que le parcours de soins des femmes soit facilité. Je le dis au gouvernement, je pense par exemple que sur la contraception, est-ce qu'il est normal aujourd'hui que par exemple entre 18 et 25 ans, on doive
payer pour sa contraception? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se dire que c'est un enjeu de santé publique, qu'on puisse prendre en charge gratuitement pour les femmes de 18 à 25 ans leur contraception, pour justement éviter qu'elles soient en risque? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin sur l'éducation, sur la vie sexuelle ou affective dès le plus jeune âge d'ailleurs? Alors je l'ai dit, en tant que présidente déléguée, vous allez travailler sur un certain nombre de sujets, notamment le projet de loi sur le séparatisme, le suivi de la Convention citoyenne pour le climat, l'immigration ou encore la sécurité. À propos de sécurité, qu'est-ce que vous inspire ce qui s'est passé ce week-end à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, juste à côté de Paris, où un commissariat a été attaqué au mortier d'artifice par une quarantaine de personnes? Du dégoût, de la colère, de manière très claire, parce qu'on ne peut pas accepter que les forces de l'ordre soient soumises en permanence aux diktats de celles et ceux qui, aujourd'hui, les caillassent, qui essayent d'attenter à leur vie. Parce que, clairement, quand on a des tirs de mortier à l'encontre d'un commissariat, c'est qu'on veut tuer. C'est ça qui s'est passé. Il y avait 2 fonctionnaires de police à l'entrée du commissariat au moment où ça a commencé. Il n'y a aucun doute, malheureusement, sur l'intention. Et après, ce que je dis, c'est qu'on doit avoir une réponse pénale dans notre pays qui soit extrêmement ferme. Et qui plus est, quand ce sont des agressions à l'encontre... Vous pouvez compter sur Éric Dupond-Moretti pour ça, pour être ferme? Oui, je crois que ce qu'il a annoncé, ce qu'il dit sur la réforme de la magistrature, je crois qu'il dit des choses très claires sur la nécessité de la fermeté de la réponse pénale. C'est pas un grand partisan du répressif, Éric Dupond-Moretti. Je crois qu'il l'est aussi. Il a eu une carrière qui était d'abord un avocat des droits de la défense. Oui. Donc forcément. Mais chacun a droit à une défense et il l'a fait et ça a été son métier et avec talent. Il est aujourd'hui garde des Sceaux. Donc il est là pour faire en sorte qu'on garde et qu'on ait enfin une réponse pénale qui soit appropriée dans notre pays. La difficulté aujourd'hui de nos forces de l'ordre, c'est comment être respecté en tant que policier, en tant que gendarme, si on sait que malgré l'interpellation, en vérité, la réponse pénale ensuite ne va pas suivre, qu'il n'y aura pas de sanction à la hauteur des faits que vous avez commis. Donc finalement, on ne respecte pas nos policiers, nos forces de l'ordre, parce qu'on se dit que finalement la sanction, elle n'aura pas d'effet, qu'on aura des sanctions qui sont différentes d'une peine, qu'on n'aura pas de mandat de dépôt. Donc il faut affirmer la réponse pénale de manière très claire. À propos de cet épisode de Champigny-sur-Marne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit, je le cite, les petits caïds n'impressionnent personne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il se trompe et qu'il se trompe même profondément en disant ça? Parce qu'en vérité, les petits caïds en question, ils impressionnent beaucoup, voire ils terrorisent les gens qui habitent sur place. Ils ne doivent pas impressionner la République. Oui, mais ils impressionnent les forces de l'ordre. tous les gens qui habitent là et qui vivent l'enfer. Je ne sais pas si vous avez vu les témoignages. Non, mais je le sais et je vis aussi dans un territoire où malheureusement on a ce type d'actes qui peuvent arriver. Donc je ne suis pas aveugle à ce qui se passe. Oui, mais le propos de Gérald Darmanin est un peu surprenant. Il n'impressionne personne. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il n'impressionne pas la République. Il n'impressionne pas la République et il n'impressionne pas les forces de l'ordre. Et on ne transigera jamais avec celles et ceux qui sont en effet des petits caïds ou des racailles. Et il faut à un moment dire les choses et nommer les choses. Par contre, encore une fois, ça veut dire qu'il faut qu'on continue les recrutements de forces de l'ordre. On l'a fait. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans notre pays. C'est pas rien. Nous, au sein de notre groupe La République En Marche, on va porter une proposition de loi dans les toutes prochaines semaines pour renforcer les pouvoirs de la police municipale, pour qu'enfin elle ait la capacité notamment à délivrer des amendes immédiates à l'encontre justement de celles et ceux qui commettent ces infractions et ces délits du quotidien, pour qu'enfin ce soit immédiatement sanctionné, qu'on n'ait pas de délai dans la manière avec la peine peut ensuite être prononcée. Ça, je crois que c'est aussi absolument essentiel. Vous avez parlé du courage de nommer les choses, c'est un débat qui revient souvent. Vous avez déploré il y a quelques jours, quand je dis déplorer, c'est pour ne pas dire plus, ce qui a été écrit sur la plaque en hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a été tué lors d'une prise d'otage par un terroriste islamiste en 2018. C'était à Trèbes, dans l'Aude, je crois. Sur la plaque, qui est donc un jardin dans le 3e arrondissement de Paris, il est écrit « Victime de son héroïsme ». Et ça vous a révulsé. Mais c'est absurde. Enfin, c'est absurde et c'est indigne. On a Arnaud Beltrame, qui est en effet un héros, mais il n'est pas mort du fait de son héroïsme. Il est mort parce qu'il a été assassiné par des terroristes islamistes. Donc quand vous avez une plaque commémorative qui dit « victime de son héroïsme », vous avez donc le sentiment qu'en vérité, qu'il est donc responsable de ce qui s'est passé, qu'on dédouane ceux qui ont frappé. Enfin, c'est absurde. Et je pense que là, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Et qu'au fur et à mesure aussi, on accepte de laisser grignoter. La sémantique, ça a du sens, surtout quand on fait de la politique, surtout quand on impose des plaques commémoratives. On sait très bien ce qu'on fait. Ce sont des symboles qui comptent. Et donc non, en effet, Arnaud Beltrame, oui, c'est un héros, mais non, il n'est pas mort à cause de ça. Il est mort parce qu'il y a eu un attentat.
Vous allez travailler donc sur le projet de loi sur le séparatisme islamique. D'ailleurs, on ne sait pas si le terme séparatisme justement sera maintenu. Est-ce que ça procède aussi là de cette crainte un peu de dire les choses? Il n'y a pas de doute sur ce qui est visé. Sur l'intention, mais le mot sera loi. apparemment supprimé. Bon, enfin, passons. Il sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Le président de la République en a présenté les grandes lignes il y a quelques jours. Est-ce que vous croyez que vraiment cette loi sera déterminante, qu'elle va profondément changer les choses? Je crois qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire face à des attentes qui sont multiples sur la laïcité. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'une loi à elle seule permet de changer tout un climat? Je ne peux pas vous répondre. Par contre, je sais qu'à partir du moment où justement on pose les mots, à partir du moment où on se donne les moyens de renforcer la laïcité, partout où il y a des atteintes à la laïcité, notamment dans le monde scolaire, c'est ce que fait Jean-Michel Blanquer quand même depuis 3 ans avec énormément de détermination. Avant, ce qui se passait, c'était quoi? Les enseignants, on leur disait surtout, vous faites pas de bruit, surtout vous dites rien. Vous ne faites pas remonter les différents incidents. Là, c'est l'inverse. On dit maintenant, chaque incident, on veut qu'il remonte, on veut qu'il soit signalé, on veut qu'il y ait une prise en charge, on veut qu'il y ait une explication qui soit donnée, on veut qu'il y ait des sanctions éventuelles qui puissent être prononcées. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Et je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'on considère comme étant symboliques et qui doivent pouvoir être changés. Les Français ont découvert qu'il y avait des certificats de virginité qui étaient délivrés dans notre pays. Personne ne peut se satisfaire de ça. Parce que délivrer un certificat de virginité à une jeune fille, à une jeune femme, pour qu'elle puisse être mariée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte un mariage forcé, ça veut dire qu'on accepte que cette jeune femme puisse ensuite être violée, victime de viol conjugal. C'est ça qu'il y a derrière. Donc à un moment, le fait de dire maintenant, voilà ce que la République refuse de manière très claire, lutter avec plus d'efficacité contre la polygamie, quand ce ne sont pas des mariages qui ont eu lieu en France notamment, ça aussi, ça a du sens. Lutter contre toutes les associations dont on sait bien qu'elles cachent en vérité d'autres intentions, notamment de soutien scolaire ou les associations sportives, ça a un impact déterminant dans la vie de nos quartiers. Très rapidement, Aurore Bergé, il nous reste 1 minute. La Convention citoyenne sur le climat, ses membres ont adressé une lettre hier ouverte à Emmanuel Macron pour lui dire « N'oubliez pas vos engagements ». Vous comprenez qu'il s'inquiète ? Non mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a des engagements qui ont été pris par le président de la République. Après, il faut aussi qu'on accepte que les parlementaires puissent travailler. Soit on est juste une chambre d'enregistrement, soit on se dit aussi que le travail parlementaire, il a du sens pour confronter les propositions aussi, pour les filtrer, pour les retravailler, pour dialoguer, pour échanger. C'est la nature même du débat parlementaire qui doit pouvoir exister sur les enjeux agricoles, sur les enjeux énergétiques. Puis je dis aussi à ceux qui ont travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat, qu'un tiers du plan de relance est dédié à la question écologique. Ça ne s'est jamais vu et je crois que ça, c'est un engagement très clair. On est arrivé au terme de cette émission, Aurore Bergé. Merci. Merci à vous. Bonne soirée et rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition de Mardi Politique.